Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, à cette conférence. Je me réjouis de passer cette petite heure avec vous. Et si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous soyez chef d'établissement, proviseur, DDFPT, gestionnaire, intendant ou encore professeur. Et donc, pendant le temps que nous allons passer ensemble, je vous propose de vous montrer, de vous illustrer comment il vous est possible de faire gagner vos formations et votre établissement en attractivité afin d'attirer à vous les meilleurs profils, c'est-à-dire les apprenants les plus informés, donc les plus motivés par rapport à votre formation. Et ce, durablement, sans surinvestir ni de temps, ni d'argent. Pour introduire le sujet, quelques constats qui n'ont rien d'enthousiasmant. 3 chiffres principalement. Le premier concerne la filière professionnelle. Il est tiré du magazine L'Étudiant, pour qui 35% des lycéens, donc de la filière professionnelle, ont le sentiment de ne pas avoir choisi leur orientation. Autrement dit, plus d'un tiers des lycéens de la filière professionnelle ont le sentiment d'avoir été orientés par défaut. Concernant cette fois-ci l'orientation post-bac, un autre pourcentage tiré d'un sondage d'un institut qui s'appelle Opinionway, cette fois-ci, pour qui 80% des bacheliers affirment n'avoir jamais bénéficié de l'aide d'un conseiller d'orientation. Un dernier chiffre, 21%, il est toujours tiré du sondage Opinionway, 21% des apprenants, 2 mois seulement après leur rentrée, affirment ne pas être sûrs de continuer dans la formation qu'ils ont initialement choisie. La conclusion à laquelle je souhaite arriver, et sans doute la partagez vous aussi, c'est qu'une grande majorité des apprenants méconnaissent votre carte des formations. Au-delà, ils ignorent bien souvent les spécificités, les savoir-faire, les valeurs propres à votre établissement. Et donc, par rapport à cet état de fait, voilà, moi, la promesse que je vous fais au travers de ce webinaire, au travers de cette conférence. Donc, de manière très solennelle, mais je l'assume, moi, Bertrand Joly, gérant de l'agence Clem, je m'engage à vous faire découvrir dans le détail la méthode exacte qui nous permet aujourd'hui d'accompagner plus d'une centaine d'établissements dans le développement de leur attractivité. Donc, je vous promets qu'à l'issue de cette conférence, vous saurez comment développer la visibilité et la notoriété de votre établissement. Vous saurez comment, auprès de vos apprenants, développer la connaissance de vos formations et ainsi sensibiliser et convaincre les plus motivés d'entre eux. Vous saurez comment augmenter les taux de pression sur vos formations. Et ce, comme je le disais en préambule, sans surinvestir ni de temps ni d'argent. De manière très concrète, ce webinaire s'articule autour de 3 volets principaux. Dans un premier temps, je vais revenir sur les éventuels freins qui vous ont empêché jusqu'ici peut-être d'agir. Dans un second volet, je vais vous décrire dans le détail les 5 étapes constitutives de notre méthodologie, donc qui peuvent vous permettre de construire, déployer, entretenir l'attractivité de votre établissement et ainsi provoquer la venue des apprenants les plus motivés car les plus informés. Et puis, en dernier lieu, très important aussi, donc là on est dans le concret absolu, je vous parlerai des 4 piliers qui fondent, d'après moi, un plan d'action, un plan de communication efficace. Pour remercier tous les participants qui resteront avec moi jusqu'à la fin de la présentation, je m'engage également à vous adresser par mail sous un format PDF l'ensemble des diapositives constitutives de cette présentation.
On va passer une petite heure ensemble. Je sais que votre temps est précieux, donc il est important que ce temps passé, vous puissiez en tirer bénéfice. Il faut que cette conférence vous soit utile. Donc, je me permets de vous donner quelques petits conseils. Évitez justement toute source de distraction et tout ce qui pourrait consommer de la bande passante afin vraiment d'avoir un confort d'écoute et de présentation optimale. Si vous avez un casque, n'hésitez pas à le mettre sur les oreilles, ça vous donnera un confort d'écoute supplémentaire. Si voilà, vous avez un verre d'eau à votre côté, c'est encore mieux, ça vous évitera de vous déplacer et de manquer quelques éléments de la présentation. Et je me suis engagé effectivement à envoyer à ceux d'entre vous qui resteront avec moi jusqu'à l'issue de cette présentation l'ensemble des documents constitutifs donc de ce webinaire. Je vous invite néanmoins à prendre de quoi noter. Il est fort possible qu'à l'issue de cette présentation, vous ayez des interrogations, des questions. Il est possible que cette présentation fasse naître, en fonction voilà, de ce que l'on va affirmer, en fonction de nos partis pris, cela va faire naître très vraisemblablement chez vous des interrogations. Et en toute fin de présentation, je vous préciserai comment je peux envisager répondre à chacun d'entre vous et à chacune des interrogations que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à prendre note des interrogations que peut faire naître cette présentation. J'insiste vraiment, ce serait catastrophique pour moi de vous faire perdre du temps. Donc, je me permets de poser les règles du jeu, pour ainsi dire, et de vous repréciser pourquoi cette présentation a été réalisée, pourquoi elle a été pensée et pour qui elle a été pensée. Incontestablement, je vous demande de me croire, cette conférence, elle est faite pour vous si, comme chef d'établissement, proviseur, DDFPT, gestionnaire, intendant, professeur, vous avez été confronté à l'une ou l'autre ou à plusieurs des situations que je m'apprête à vous présenter sur cette diapositive. Vous avez peut-être constaté, vous avez ressenti une dégradation lente ou rapide de l'image de votre établissement auprès de vos parties prenantes. Vous avez peut-être ressenti et constaté un manque de visibilité relatif à une ou plusieurs de vos formations. Peut-être que de nouvelles formations que vous avez intégrées très dernièrement au sein de votre cadre des formations manquent de visibilité, ce qui est assez normal en soi. Vous avez peut-être fait ce constat-là. Vous avez peut-être également constaté une diminution de vos taux de pression sur certaines de vos formations ou sur l'ensemble de vos formations. Vous avez peut-être également ressenti, constaté une démotivation de certains de vos publics, de certains de vos apprenants. Vous avez peut-être constaté ces dernières années une désaffection ou en tout cas un succès mitigé de vos journées portes ouvertes, ou encore vous ressentez peut-être le besoin de prendre la parole parce que vous pilotez, ça arrive parfois, un projet de rapprochement de deux établissements. Si vous avez été confronté de près ou de loin à l'une de ces situations, alors je vous le garantis, vous allez apprendre beaucoup de choses au travers de ce webinaire. A contrario, cette conférence, je préfère vous le dire, je préfère faire preuve de beaucoup de transparence. Cette conférence, elle n'est pas faite pour vous si vous recherchez une solution miracle susceptible de développer, je dirais, d'un claquement de doigts, votre attractivité. Non, on n'a pas détenteur de solution miracle. Cette conférence, elle n'est pas faite pour vous également si vous êtes complètement hermétique aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et en dernier lieu, et c'est peut-être le plus important, cette conférence, elle n'est pas faite pour vous si vous ne souhaitez pas vous engager dans un réel processus de transformation. C'est peut-être le point le plus important. Voilà, les choses sont claires, le cadre est posé. Peut-être certains d'entre vous voilà, nous ont déjà quittés. Tant pis, l'idée est de vraiment cadrer les choses pour vous permettre de tirer un maximum de profit de ce webinaire, de cette conférence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraît quand même important de revenir très synthétiquement sur non seulement qui je suis,
mais également sur le parcours professionnel qui a été le mien jusqu'à maintenant. Donc le petit bonhomme, là, c'est moi à l'âge de 12 ans avec mon parrain, mais le plus important, c'est de revenir sur mon parcours professionnel. À l'issue de mes études supérieures, j'ai débuté donc mon parcours au sein d'une agence de communication à Paris où j'étais amené à travailler sur ce qu'on appelle des grands comptes. Et durant une vingtaine d'années, voilà, j'ai conseillé ce type de clients, donc très exigeants. Et en 20 ans, je crois, enfin, j'ai appris beaucoup de choses, une foule de choses, mais j'en retiens principalement deux. On pense parfois, quand on est un peu éloigné des métiers de la communication, que la communication, en fait, ça consiste à brasser un peu du vent. Pas du tout. Vraiment, je lutte contre cette idée. Pour communiquer de manière efficace, il faut faire preuve d'une rigueur absolue, d'une rigueur que je qualifierais presque d'excessive, et surtout, il faut pouvoir se reposer sur de vraies méthodologies de travail. Et durant les 20 ans durant lesquels j'ai travaillé voilà, dans cette agence de communication à Paris, j'ai acquis cette rigueur et j'ai pu développer une vraie méthodologie de travail. Voilà les deux choses principales que j'ai pu acquérir au cours de ces 20 premières années de mon parcours professionnel. Et puis, comme ça arrive parfois, comme ça arrive souvent, à l'aube de la quarantaine, j'ai ressenti un vrai et un fort besoin d'indépendance. Donc, j'ai fondé ma propre agence, Clem. Et l'idée, le postulat était très simple. Il consistait en fait à proposer à un tissu de PME, PMI, ce qui était généralement réservé jusqu'ici aux grands comptes. Donc, je leur ai apporté ma rigueur, je leur ai apporté la méthodologie que j'avais pu développer au contact de ces grands comptes. Les interlocuteurs voilà, de ces PME, PMI ont tout de suite compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer voilà, de la rigueur et des méthodologies que je pouvais leur apporter. Donc, on a pu développer assez rapidement des collaborations avec différentes PMI et PME partout en France. Ma rencontre avec les établissements de formation, il faut bien l'avouer, elle est plus le fruit du hasard qu'autre chose. J'aimerais pouvoir vous dire que voilà, le fait de travailler aujourd'hui avec plus d'une centaine d'établissements de formation est le fruit d'une longue réflexion, d'une stratégie mûrement réfléchie. Pour être sincère, il n'en est rien. Et là aussi, sans rentrer dans le détail, euh, je vais vous raconter ce qui m'a amené à rencontrer les établissements de formation. Je reçois un jour un appel d'un cousin qui était à l'époque DDFPT. Enfin, à l'époque, on ne parlait pas encore de DDFPT, mais on parlait simplement de chef des travaux. Et il m'appelle, il savait que je travaillais dans la communication. Alors, ce n'est pas lui qui apparaît à l'écran, mais je pense que c'est un peu la tête qu'il devait le faire quand il m'a appelé. Et il m'interpelle de la manière suivante. Écoute Bertrand, on travaille depuis près de 6 mois avec une agence locale. On a toutes les peines du monde à sortir notre plaquette de présentation qui doit impérativement sortir à l'occasion de nos futures journées portes ouvertes. Aurais-tu la possibilité de nous donner un coup de main et de nous sortir de l'ornière? Donc moi, de manière très transparente, j'explique à mon cousin que mon expérience liée à la collaboration avec les établissements de formation, elle est quasiment nulle. Donc je lui explique que bien évidemment, je vais lui donner un coup de main, mais que je vais être amené à utiliser, à déployer la méthodologie que j'utilise avec mes clients traditionnels, c'est-à-dire des clients qui, pour la majorité d'entre eux, sont issus de la sphère privée, de la sphère concurrentielle. Il se trouve qu'on a voilà, abordé la problématique en déployant les méthodologies qui étaient les nôtres. On a réussi, sans trop de difficultés, il faut l'avouer, à sortir en temps et en heure cette plaquette de présentation. Et au-delà, voilà, l'année suivante, on a mis en place différentes briques complémentaires du dispositif de communication pour aboutir
à vraiment un dispositif complet qui a porté ses fruits, et d'ailleurs qui n'est pas passé inaperçu auprès des établissements voisins qui ont pris contact avec nous, et donc de manière un peu, suite à un effet tache d'huile, un effet boule de neige, voilà, on a été amené à aider les uns les autres, et voilà, ce qui nous conduit quelques années après à avoir développé une véritable collaboration avec ces établissements de formation, plus d'une centaine à ce jour sur tout le territoire français. Donc, bien évidemment, au fil du temps, on a affiné notre connaissance de ce secteur d'activité, on a affiné bien sûr nos méthodologies, et donc je crois, voilà, pour avoir affirmé aujourd'hui que nous avons développé, oui, une véritable expertise spécialisée dans cet univers d'activité. Voilà, aujourd'hui, l'activité de l'agence, aux trois quarts, voire oui, aux trois quarts, 75% de l'activité est liée à notre collaboration avec les établissements de formation. Voilà un petit aperçu très rapide de quelques collaborations avec certains établissements. Mon objectif dans les 3 prochaines années, j'ai plaisir de le partager avec vous, il consiste à continuer à contribuer à une meilleure orientation des élèves à l'issue de leur classe de troisième ou à l'issue de leur baccalauréat. Ça, c'est une motivation profonde que je trouve très valorisante et qui me tient tout à fait à cœur également en tant que père de famille, en tant que parent d'élèves. J'ai une fille qui rentre en troisième, j'ai un aîné qui n'a pas passé le bac cette année, qui a eu le bac crise sanitaire oblige, mais donc on est directement, ils sont directement et moi indirectement, en tant que parent d'élèves, confrontés à ces problématiques d'orientation, et je mesure justement toute la difficulté et tout le déficit d'information auquel justement nos jeunes peuvent être confrontés. Mon objectif durant les 3 prochaines années, c'est de pouvoir initier une cinquantaine de nouvelles collaborations avec des établissements. Et l'idée, c'est de pouvoir m'inscrire avec eux, comme on a pu le faire jusqu'à maintenant, dans une logique de collaboration durable. Ça, c'est important. Là aussi, pour être transparent, il est souvent difficile de pouvoir mettre en place l'ensemble, l'intégralité d'un dispositif sur une seule année scolaire ou académique. Il nous faut parfois 2 ans, 3 ans, parfois davantage pour mettre en place un dispositif performant et efficace. Et je reviendrai sur le second point qui nous tient aussi tout à fait à cœur, qui me tient tout à fait à cœur, c'est le fait de pouvoir m'inscrire avec vous dans une logique de transfert de compétences. Vous verrez dans quelques minutes l'importance de cet état d'esprit. Premier volet donc de la présentation, les principaux freins qui vous ont peut-être empêché jusqu'ici de vous engager dans un processus de transformation visant à développer votre attractivité. Premier frein, c'est quelque chose que je peux entendre auprès d'interlocuteurs, auprès de certains de mes interlocuteurs. On me dit, je synthétise, mais écoutez, Monsieur Joly, faire de la pub n'entre pas dans nos prérogatives. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission. Par rapport à ça, moi, j'ai une réponse sans doute un peu brutale, un peu trop directe, mais je suis absolument convaincu que informer avec précision les apprenants pour leur permettre de mieux s'orienter et donc à terme de mieux réussir, ça, pour vous, établissement, c'est une mission absolument prioritaire. Alors, je suis d'accord, faire de la publicité, faire de la pub, c'est un côté dévalorisant. Donc, mettons ce terme de côté. Je préfère voilà, dire que notre rôle à nous consiste à vous accompagner à prendre la parole pour informer, mais cette mission-là, elle est tout à fait prioritaire. Et puis, peut-être faut-il décrypter un peu plus justement ce type de remarques, mais je m'aperçois aussi que pour certains établissements,
il est parfois un peu difficile de se mettre à nu et de prendre la parole. Pour certains établissements encore, il y a une idée, une fausse idée pour moi, qui voudrait que pour vivre voilà, heureux, il faut vivre caché. Non, on est aujourd'hui dans un temps où vous ne pouvez plus vous permettre de vivre caché. C'est ce qui m'appelle à parler donc de pudeur dans ce frein numéro 1. Frein numéro 2, la crainte de ne pas réussir à mobiliser les équipes internes. Ça, c'est souvent une objection qui est formulée par les chefs d'établissement, les proviseurs, qui me disent, écoutez, Monsieur Joly, moi, à titre personnel, voilà, je suis parfaitement convaincu de l'importance de prendre la parole pour développer l'attractivité globale de mes formations, de mon établissement. Mais voyez-vous, en interne, je sens beaucoup de réticence auprès de mes collègues. On est dans un climat aujourd'hui voilà, de tension qui fait que le déploiement de votre méthodologie ne me paraît pas possible. Par rapport à ce type de remarques, là aussi, moi, j'ai une réponse un peu lapidaire, mais qui consiste à dire que la méthode que l'on vous propose là est une méthode collaborative. Et cette dimension collaborative vous permet justement de créer de l'adhésion à chaque étape constitutive de la méthode. Donc, petit à petit, nous allons gommer les éventuelles réticences qui peuvent exister par rapport à un projet de cette nature. Frein numéro 3, il faut entendre également ce genre de remarque, je n'ai pas de budget, j'ai d'autres priorités à financer. Bien sûr que les budgets sont très limités, voire même inexistants en matière de communication. Rares sont les établissements qui, dans leur ligne budgétaire, prévoient une ligne communication. Et donc, par rapport à ça, moi, je réponds souvent par une autre question, une autre interrogation. Êtes-vous réellement sûr de ne pas pouvoir consacrer 10 € par jour pour dire ce que vous faites de bien, pour révéler la réalité de ce que vous faites et rétablir éventuellement ainsi certaines vérités? 10 € par jour, c'est effectivement le budget dont on a besoin pour lancer un dispositif de communication efficace. Frein numéro 4, le manque de moyens humains. Monsieur Joly, je manque de ressources et de compétences, surtout par rapport à tout ce que vous nous proposez de faire en matière de digital. Oui, effectivement, ce manque de ressources et de compétences, là aussi, ça correspond dans bien des cas à une réalité. Et par rapport à ça, nous, ce que l'on vous propose, c'est effectivement, dans un premier temps, de vous reposer sur ceux qui savent, sur ceux qui sont capables de piloter des outils de communication qui, en première approche, peuvent vous apparaître comme étant nouveaux. Donc, reposez-vous sur nous dans un premier temps, sachant que de notre côté, nous nous inscrivons, nous avons cette volonté de nous inscrire dans une logique de transfert des compétences. Donc, ce que nous pilotons en année 1, vous le piloterez en année 2 et durant les années suivantes. Cela, justement, vous permettra de dégager des ressources financières supplémentaires que vous pourrez éventuellement allouer à la mise en place de briques complémentaires pour rendre votre dispositif de communication encore plus performant, encore plus efficace. Frein numéro 5, la peur de ne pas aboutir. Ce que vous nous proposez là, Monsieur Joly, c'est quand même un projet lourd. Moi, j'ai peur de ne pas réussir à aboutir. Alors, par rapport à ça, moi, j'ai une réponse qui consiste à vous dire, et c'est la vérité, que jusqu'ici, nous avons toujours réussi à mener à bon port les collaborations que nous avons initiées avec les établissements. Il n'y a pas de raison que cela cesse. Mais pour pouvoir justement aboutir et arriver à bon port, eh bien, rien ne vaut de pouvoir s'appuyer sur une méthodologie qui a fait ses preuves, une méthodologie
bien rodée. Abordons le second volet de ce webinaire, de cette conférence, en détaillant cette fois-ci les 5 étapes clés qui vont vous permettre demain de concevoir, déployer et d'entretenir l'attractivité de votre établissement et de vos formations. Ces 5 étapes, ce sont les suivantes. On va revenir sur chacune d'entre elles de manière très détaillée, mais la première phase est une phase d'exploration, sans doute la plus importante. La seconde phase est une phase de restitution. La troisième est une phase où l'on va définir ce que l'on appelle votre territoire d'expression. La quatrième phase est celle où nous allons rédiger ce que l'on appelle, dans notre jargon toujours, une plateforme de marque. Et en dernier lieu, nous allons rédiger, construire un plan d'action, un plan de communication. C'est la cinquième et dernière étape de notre processus qui peut vous permettre donc de développer votre attractivité. La phase exploratoire, comme je le disais, c'est sans doute la plus importante. Si on ne réussit pas cette phase-là, eh bien, au final, on prend le risque effectivement d'aboutir à un dispositif insuffisamment pertinent, insuffisamment cohérent et insuffisamment efficace. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour une institution comme la vôtre, l'idée, c'est de ne pas communiquer pour se faire plaisir. Les institutions, elles communiquent pour répondre à une problématique. Et donc, tout l'objet de cette phase exploratoire, il consiste, dans un premier temps en tout cas, à formaliser, je dirais même à verbaliser votre problématique de communication. Pour espérer résoudre un problème, faut-il encore bien l'identifier en amont? J'ouvre à ce stade une toute petite parenthèse, mais il existe deux grandes familles de problématiques de communication. Vous avez dans un premier temps la problématique de notoriété. Pour faire simple, sur votre bassin naturel, vous pouvez faire le constat d'être insuffisamment connu. Les gens qui sont proches de vous ne vous ont pas en tête. C'est ce qu'on appelle une problématique de notoriété. Et puis, il y a un autre type de famille de problématiques, c'est ce qu'on appelle les problématiques d'image. Sur cette zone naturelle, pour le coup, vous êtes connu, mais l'image que vous renvoyez ne correspond pas à l'image réelle qui est la vôtre. Voilà, l'image que vous renvoyez ne correspond pas à ce qu'il se passe réellement au sein de votre établissement. C'est ce qu'on appelle les problématiques d'image. Je ferme cette première parenthèse. Donc la phase exploratoire, elle doit nous permettre de verbaliser votre problématique de communication. Mais cette phase exploratoire, elle doit nous permettre également de cerner la manière dont les différents acteurs perçoivent aujourd'hui votre établissement. Quand je parle des différents acteurs, je fais allusion principalement à la communauté éducative, à la communauté également administrative, mais aussi à votre communauté des apprenants. Et puis en dernier lieu, cette phase exploratoire, très importante, elle doit nous permettre d'identifier les traits de caractère profonds qui singularisent votre établissement et sur lesquels il sera possible donc de construire et de justifier vos futurs messages. C'est tout ceci, ces trois enjeux-là, auxquels la phase exploratoire doit nous permettre de répondre. Et là, je vais être peut-être un peu déceptif, mais pour mener à bien cette phase exploratoire, eh bien nous, avec bien évidemment votre autorisation, nous sommes amenés à mener au sein de votre établissement une double table ronde. Voilà, ce principe de double table ronde, avec d'une part le corps enseignant, le corps administratif, et d'autre part la communauté des apprenants, nous permet de répondre aux trois enjeux
qui figurent donc sur cette diapositive. Je le répète, ces tables rondes, elles ne peuvent être montées qu'avec justement votre autorisation. Et donc nous, sur un format de réunion d'1 heure et demie à 2 heures, on va poser des questions. C'est moi-même qui mène les 2 tables rondes, donc j'ai une certaine expérience, j'ai une certaine habitude, et au travers de certaines techniques, au travers de certains ateliers, au travers d'une grille de questions bien particulière, nous allons pouvoir justement répondre à ces 3 enjeux. Voilà de quoi est constituée cette première phase exploratoire. Deuxième étape, deuxième phase, la phase de restitution. À l'issue des 2 tables rondes, nous sommes amenés à rédiger une note de synthèse. Voilà, cette note de synthèse, elle met en lumière les forces et les faiblesses qu'on a pu identifier au travers donc, des 2 tables rondes, mais elle intègre aussi, et c'est peut-être ça le plus important, une proposition de positionnement. Je m'arrête là encore et j'ouvre une nouvelle parenthèse sur ce terme un petit peu barbare, mais il faut bien comprendre à quoi il correspond. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans nos métiers de communicants. Et là aussi, pour faire simple, le positionnement, c'est quoi? C'est l'empreinte prioritaire que vous souhaitez laisser auprès des publics qui seront demain en contact avec votre communication. Voilà, demain, quelqu'un qui aura votre plaquette de présentation sous les yeux, quelqu'un qui va passer 30 secondes ou 30 minutes sur votre futur site Internet, qu'est-ce qu'il doit retenir en priorité? Voilà. Et donc, définir un positionnement, c'est poser une équation. L'établissement A, B ou C, c'est égal à quoi? C'est quoi l'idée maîtresse que mes publics doivent retenir à mon sujet? Voilà ce qu'on appelle un positionnement. Je ferme cette seconde parenthèse. Après validation du positionnement, nous sommes amenés à vous proposer et à concevoir un territoire d'expression. On parle aussi parfois de territoire de communication, ça veut dire la même chose. Quand je parle de territoire d'expression, ce sont l'ensemble des éléments texte et images qui vont traduire désormais votre identité. Il y a un terme qui est souvent utilisé, on parle souvent de charte graphique. Oui, la charte graphique compose en partie votre territoire d'expression. Moi, je joins à la charte graphique la charte sémantique, parce que ce qui va définir demain votre nouvelle identité, ce sont non seulement les images, mais également les mots. J'ouvre une troisième parenthèse, mais un des éléments vraiment clés de votre future identité visuelle et donc de votre territoire d'expression, c'est ce qu'on appelle toujours dans notre jargon un peu compliqué, le bloc-marque. Le bloc-marque, il est composé de votre logo, et ça, en règle générale, tous les établissements de formation disposent d'un logo, plus ou moins réussi, mais vous avez votre logo. En revanche, ce dont vous ne disposez pas nécessairement, c'est d'une signature. La signature vit classiquement, généralement, sous le logo. Et la signature, c'est cette petite phrase synthétique, très courte, qui permet d'exprimer soit une de vos singularités ou qui permet d'exprimer également un bénéfice lié aux utilisateurs, lié au public auquel vous vous adressez. Et ça, c'est absolument important parce que ce bloc-marque, il va être présent sur la totalité de vos supports de communication. Du plus simple, voilà, votre carte de visite, au plus compliqué, votre site Internet. D'où l'importance de ce bloc-marque qui est un des éléments, qui est le premier élément de votre identité visuelle et qui va contribuer à lui seul déjà à traduire votre positionnement. Je ferme cette troisième parenthèse. La quatrième étape consiste pour nous à rédiger ce qu'on appelle, je vous prie de m'en excuser, mais toujours dans notre jargon, une plateforme de marque. Là aussi, pour clarifier les choses, la plateforme de marque,
c'est un document de référence, c'est un document de synthèse qui va permettre de synthétiser votre identité à la fois sur la forme et sur le fond. C'est un document justement dont la forme peut être soit un fichier PowerPoint ou un document Word, et il existe plusieurs types de plateformes de marque. Voilà celles que l'on utilise et voilà les composantes, nous, de notre plateforme de marque. Donc, la plateforme de marque intègre bien évidemment votre identité visuelle, votre charte graphique, votre charte sémantique, mais au-delà de ça, on va, au travers de ce document, graver dans le marbre plusieurs choses. La première, on va verbaliser ce qui, pour vous, correspond à votre vision. Qu'appelle-t-on une vision? C'est votre façon de voir le monde. Donc là, on est sur quelque chose de très ambitieux, mais ça permet de donner une première ligne directrice. Autre composante de la plateforme de marque, c'est la promesse. Quels sont le ou les engagements que votre institution, que votre établissement sait pouvoir tenir auprès de ses publics? Au-delà de ça encore, on va graver dans le marbre les valeurs, donc les qualités principales qui sont les vôtres. On va également définir précisément votre personnalité. Quels sont les traits de caractère profonds de l'institution? On va préciser, et c'est parfois bon de rappeler des choses qui peuvent paraître évidentes, mais rappeler avec précision qui sont vos publics, donc qui sont vos cibles. Je n'aime pas trop ce terme, je préfère le terme de public, mais ça veut dire la même chose. Et en dernier lieu, voilà, on va préciser, et là aussi graver dans le marbre, votre mission. Quel est votre rôle dans votre domaine d'activité et au-delà encore, quel est votre rôle au sein de la société? Voilà les composants de la plateforme de marque. Et puis en dernier lieu, une fois qu'on dispose donc d'une plateforme de marque, d'un territoire d'expression, il faut bien préciser quel est le plan d'action qui peut vous permettre d'atteindre dans de bonnes conditions l'ensemble de votre public. Donc ça, c'est tout l'objet du plan d'action et du plan de communication que l'on va rédiger pour vous. Pour nous, chez Clem, un plan de communication pour un établissement de formation, il repose sur 4 piliers principaux. On va les détailler un par un, mais ces 4 piliers sont ce que l'on appelle, nous allons définir ce terme-là, votre écosystème digital. L'autre pilier est constitué de l'ensemble de vos supports print, l'ensemble de vos supports papier. Le troisième pilier porte sur vos relations presse et le dernier pilier est relatif à vos actions événementielles. Vos journées portes ouvertes principalement, ça peut être également d'autres types d'événements. Revenons dans le détail sur chacun d'entre eux. L'écosystème digital, tout un poème pour vous faire connaître. Voilà un titre un peu énigmatique, mais je vais m'empresser de vous préciser ce que l'on entend par là. Pour exister dans l'univers du web, dans l'univers du digital, vous avez plusieurs possibilités que l'on résume au travers de cet acronyme POEM. P pour paid. Donc, le paid, ce qu'on appelle le paid media, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'exposition dont vous pouvez bénéficier sur le web en déliant les cordons de la bourse. Les actions de communication que vous faites au travers d'outils publicitaires comme Facebook Ads, les actions publicitaires que vous pouvez mener sur le réseau AdWords ou Display de Google, les bannières que vous achetez sur certains forums vous permettent de capter de l'audience et éventuellement de la basculer sur votre propre site, mais pour capter cette audience, vous êtes amené à payer. Donc c'est ce qu'on appelle le paid media, c'est le paid poem. Vous avez un deuxième levier qui est lié à ce que l'on appelle le
own media. Donc, le O de poème pour own. Le own media, c'est l'exposition que vous avez, que vous possédez sur vos propres supports digitaux. Votre site internet, vos réseaux sociaux, éventuellement votre blog. Ce sont des supports que vous gérez, que vous maîtrisez, que vous possédez. Et en dernier lieu, il y a ce que l'on appelle le earned media. Donc c'est le E de poème pour earned. Et le earned media, c'est quoi? C'est l'ensemble des expositions gratuites sur des supports que vous ne gérez pas directement. Voilà, vous allez produire du contenu sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Votre communauté va en prendre connaissance et peut-être va-t-elle réagir. Peut-être qu'au-delà, certains chefs de rubrique en charge de supports print ou digitaux vont avoir envie de réagir eux aussi sur certaines de vos prises de position, sur certaines de vos prises de parole. Donc, ils vont être amenés à produire du contenu vous concernant. C'est le média que vous allez gagner. Donc, c'est l'exposition gratuite sur des supports qui ne vous appartiennent pas directement. Voilà comment on peut envisager activer votre présence sur le digital. Quatrième parenthèse, ça c'est important, concernant votre éventuel futur site de communication. Ça c'est un point absolument capital, absolument crucial qui nécessite bien effectivement d'ouvrir une nouvelle et dernière, je vous rassure, parenthèse. Mais votre futur site, il doit être conçu bien évidemment pour informer vos publics, mais au-delà de ça, votre futur site, il doit être conçu de telle manière à pouvoir collecter des données. Et donc, un site, aujourd'hui, il doit intégrer, un site performant, il doit intégrer ce qu'on appelle des outils de data catching, afin de collecter l'email de l'internaute et de pouvoir, une fois qu'il se sera déconnecté de votre site, pour pouvoir donc poursuivre avec lui la conversation. Concrètement, une fois que l'internaute est sur votre site, vous allez lui proposer un contenu à très forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle un contenu premium en contrepartie justement de l'acquisition de son adresse email. Je t'adresse sur ta boîte postale un contenu très intéressant à très forte valeur ajoutée. Faut-il encore, toi internaute, que tu me laisses justement ton adresse mail? Tout ceci va vous permettre de constituer donc une base de données sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour pousser régulièrement de l'information auprès de gens qui auront déjà été au contact avec vous puisqu'ils auront visité votre site internet. Ainsi, vous maintenez le lien avec eux, mieux vous engagez le dialogue, vous engagez la conversation avec eux. Je ferme cette parenthèse, j'aborde le deuxième pilier constitué de l'ensemble de vos supports papier. Je fais allusion à tout ce qui est plaquettes, tout ce qui est fiches de présentation de vos formations, tout ce qui est stand, tout ce qui est kakémono, qui peuvent vous permettre d'assurer une présence visible et efficace dans les salons et les forums auxquels vous participez sans doute. Ces supports, ils sont toujours d'actualité. Et ils sont très intéressants parce que ce sont des supports qui sont palpables et qui sont accessibles à tous. Et ils ont comme intérêt de pouvoir rassurer ceux à qui vous les distribuez. Ces supports correspondent à un vecteur fort de l'émotion positive que vous cherchez à créer auprès de vos publics. Et puis, deux éléments importants à bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les imprimeurs ont fait de très gros efforts pour limiter leur impact sur l'environnement. On est aujourd'hui sur des papiers et des encres éco-responsables. Et autre bonne nouvelle,
le coût d'impression relatif à des petites quantités a drastiquement ces dernières années diminué. C'est lié à l'évolution des techniques d'impression. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de limiter la perte liée à l'obsolescence des contenus que vous avez pu imprimer sur des documents. C'est vrai que ça fait toujours très mal au cœur de mettre à la poubelle des documents qui ne sont plus d'actualité. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, vous imprimez des petites quantités et si besoin, vous réimprimez plutôt que de mettre à la poubelle des documents qui ne sont plus d'actualité. Troisième pilier, il est important et il est très souvent délaissé par les établissements de formation. Ce troisième pilier, c'est celui qui est constitué de vos relations presse. Ces relations presse, ce sont un accélérateur très puissant de notoriété dès lors qu'on les utilise correctement. L'idée consiste bien évidemment, dans un premier temps, à rédiger un communiqué de presse dans les règles de l'art, avec un titre, avec un chapeau, avec un corps de texte. L'idée, dans un second temps, consiste à diffuser de manière ciblée ce communiqué de presse. C'est un point sur lequel, bien évidemment, nous pouvons vous aider. La diffusion ciblée est importante. J'ajouterai également l'importance d'être bien dans ce que j'appellerais le timing. Voilà, il y a des sujets qui peuvent intéresser les supports à une date donnée et qui les intéresseront moins à une autre date. Donc, l'idée pour réussir vos relations presse, c'est de correspondre au calendrier rédactionnel des supports sur lesquels vous avez envie d'avoir des retombées. Il est important également d'envisager une relance téléphonique des contacts, point sur lequel, bien évidemment, nous vous aidons. Quatrième point, gérer de manière efficace les demandes d'interview. C'est quelque chose là aussi que nous faisons, tout comme la gestion et l'établissement d'un bilan pour mesurer vos retombées. Le facteur clé de réussite, c'est de pouvoir préparer un dossier le plus possible prêt à l'emploi. Plus vous remettez à un chef de rubrique un dossier sur lequel il n'aura pas à intervenir, notamment sur le plan rédactionnel, plus vous lui remettez entre les mains un produit fini, plus grandes sont vos chances d'obtenir des retombées presse. Et en règle générale, on sous-estime le désarroi, voire l'angoisse de ces chefs de rubrique qui s'arrachent bien souvent les cheveux pour savoir quel type de contenu va pouvoir garnir les rubriques de leur future édition. Les relations presse, j'insiste, bien gérées, c'est un moyen très puissant de développer votre notoriété et au-delà même votre image, car pour le coup, ce n'est plus vous-même qui prenez la parole, mais c'est un intermédiaire. Donc, cette intermédiatisation peut donner du crédit aux informations justement qui vont être véhiculées auprès de votre public. Quatrième et dernier pilier de votre plan de communication, de votre plan d'action efficace, la gestion de vos événements. L'événement n'a que des vertus. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de vous rapprocher de vos publics. Il permet d'humaniser votre offre via un contact individuel et un contact direct. Il permet donc de tisser du lien et de produire un engagement fort par rapport à votre établissement. Et il permet là aussi, de par le contact direct, de convaincre des publics qui de plus en plus mettent en doute ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent lire sur vos sites, sur vos supports institutionnels. Et donc, c'est un moyen fantastique pour marquer durablement l'esprit des participants, si tant est que vous êtes amené à leur faire vivre une expérience forte dont ils se souviendront. Et puis avec la crise sanitaire, on a vu fleurir des événements 100% digitaux. Là, on ajoute de la vertu à la vertu. Il n'y a plus aucune limite géographique.
le coût de réalisation est très faible. Il y a la possibilité de prolonger l'engagement au travers des rediffusions et des replays. Et puis, on constate, ça c'est vraiment une grande surprise, c'est que lors de cette crise sanitaire, on a constaté un très haut degré de participation des participants qui sont souvent plus enclins à discuter, à interroger, à poser des questions aux intervenants dès lors qu'ils sont en ligne. Ils se sentent protégés peut-être par l'écran qui les sépare des interlocuteurs avec qui on leur donne la possibilité d'échanger. Et puis, c'est un pari qui n'est pas très osé, mais il y a fort à parier effectivement que l'avenir en matière d'événements sera à ce qu'on peut appeler les événements phygitaux, c'est-à-dire des événements qui associent le physique et la mise en ligne. Et donc l'idée consisterait pour vous à procéder à la retransmission en direct de votre événement, de vos JPO. Cela vous permettrait d'ajouter de l'interactivité grâce aux participants web, de donner une plus grande ampleur justement à votre événement, et puis de vous donner la possibilité également de lui donner une seconde vie une fois celui-ci terminé au travers de la rediffusion et du replay. Voilà, ce webinaire touche presque à sa fin. Nous avons vu, comme je m'étais engagé jusqu'ici, les 5 freins qui vous ont peut-être empêché jusqu'ici d'agir. Nous avons vu également les 5 étapes constitutives de notre démarche. Nous avons vu également les 4 piliers constitutifs d'un plan d'action efficace. J'espère vraiment très sincèrement que les 45 premières minutes que nous avons passées ensemble vous ont été utiles et profitables. J'espère sincèrement que c'est le cas. Je ne voudrais pas m'arrêter là et je voudrais, après vous avoir posé quelques questions, aller un peu plus loin. Mais effectivement, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais que vous puissiez réfléchir rapidement et vous interroger sur différents points. Premier point, que ressentiriez-vous si vous pouviez disposer demain ou après-demain d'un dispositif vous permettant de donner une réelle visibilité à vos formations et à votre établissement? Deuxième question, que représenterait pour vous le fait d'accueillir des apprenants plus motivés, car plus informés par rapport à vos formations? Combien de temps pensez-vous pouvoir économiser dans l'hypothèse où vous savez exactement par quoi commencer pour mener à bien votre projet de transformation visant à développer l'attractivité de votre établissement et de vos formations? Voilà, vous avez bien compris qu'à ces questions, on est porteur de réponses. Et c'est la raison pour laquelle je vous formule la proposition suivante. Je suis prêt à passer 1 heure, voire un peu plus, 1 heure de mon temps avec vous, gratuitement bien évidemment, au téléphone. J'ai une préférence notable pour un échange en visioconférence et cette heure passée avec vous, cette heure de session stratégique, elle doit vous permettre de répondre à vos éventuelles interrogations. Je vous disais en préambule, voilà, qu'il existait un moyen de répondre à chacun d'entre vous et à chacune de vos propres interrogations. Voilà comment on peut envisager le faire. Donc, une visioconférence d'1 heure pour répondre à vos interrogations que cette présentation a pu faire naître. 2, une visioconférence pour vous présenter un cas pratique d'un de vos confrères avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant. 3e point, une visioconférence pour procéder à un premier état des lieux relatif à votre établissement. Et donc, à l'issue de cette session stratégique d'1 heure, gratuite, j'insiste, vous saurez concrètement
si notre démarche peut s'adapter à vos spécificités. 2, vous saurez quels résultats ont obtenu certains de vos confrères. 3, vous saurez comment constituer les tables rondes que nous avons évoquées et qui sont très constitutives, vous l'avez bien compris, de notre méthodologie. 4, vous saurez avec exactitude le budget qu'il convient d'engager. 5, vous saurez comment notre démarche se déploie dans le temps au travers donc d'un planning d'intervention personnalisé. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous propose à ce stade de passer du temps avec chacun d'entre vous. On va être très clair et très transparent. Nous ne sommes pas des bénévoles. Nous sommes une entreprise de droit privé. Nous nous heurtons, comme tout le monde, au mur des réalités. Mais nous sommes sûrs de l'efficacité de notre méthode. Au-delà de ça, nous sommes confiants sur notre capacité à vous convaincre. Et donc, si nous sommes prêts à passer du temps avec vous, c'est parce que nous savons très bien que c'est là le plus sûr moyen d'amorcer demain avec vous une collaboration durable. Voilà de manière très transparente les raisons pour lesquelles nous sommes prêts, je suis prêt à passer 1 heure avec chacun d'entre vous. À l'issue de cette session stratégique, 3 hypothèses. La première n'est pas la plus enthousiasmante, mais imaginons qu'à l'issue de cette heure de session stratégique, vous pensez au final que notre méthodologie n'est pas en mesure de répondre à vos besoins. Dans ce cas de figure, il n'y a rien de catastrophique. Nous serons bien évidemment déçus, mais nous ne serons nullement désespérés. Voilà, nous prendrons acte de votre décision et nous nous séparerons bons amis, tout simplement. Deuxième cas de figure, c'est l'hypothèse où vous êtes convaincu de la pertinence de notre démarche, mais où vous souhaitez procéder vous-même et sans être accompagné à l'implémentation de notre méthode. Dans ce cas de figure-là, sincèrement, nous sommes ravis d'avoir pu vous aider et on vous souhaite bonne chance et bon courage dans l'implémentation de la méthode que l'on vous a détaillée. Troisième cas de figure, et c'est bien évidemment davantage dans cette hypothèse qu'on essaie de s'inscrire, c'est le cas de figure où vous êtes non seulement convaincu de la pertinence de notre démarche, mais c'est l'hypothèse où vous êtes aussi convaincu, c'est l'hypothèse où vous avez parfaitement compris et cerné tout l'intérêt et tous les bénéfices que vous pourriez tirer d'être accompagné. Dans ce cas de figure-là, on se réjouit bien sûr d'amorcer avec vous une collaboration. Et si nous décidons donc, dans le cadre de cette hypothèse 3, à aller plus loin ensemble, donc que va-t-il se passer à l'issue de cette session stratégique d'1 heure? Eh bien, de manière très concrète, là aussi, nous allons vous envoyer par mail un devis détaillé afin que vous puissiez le valider. 2, nous allons vous envoyer également un planning d'intervention détaillé et personnalisé. Et puis le plus important, c'est que nous allons prendre ensemble un rendez-vous physique afin de faire réellement connaissance. C'est indispensable que de pouvoir se rencontrer. J'ai un terme un peu provoquant, mais je dis souvent en off qu'il est important de pouvoir mutuellement se sentir. C'est un peu moins poétique, mais j'aime bien ce terme aussi parce qu'il traduit tout à fait ma pensée. C'est important de pouvoir se renifler pour pouvoir s'assurer, voilà, qu'on est en phase. Et donc, nous allons fixer un rendez-vous physique qui va nous permettre, là aussi, d'élever notre niveau de connaissance relative à votre établissement. J'insiste vraiment,
L'offre en matière de session stratégique d'1 heure gratuite que je formule ne s'adresse pas à tout le monde. Pour que nous puissions imaginer vous aider, vous devez impérativement être prêt à 3 choses. La première consiste pour vous à être prêt à vous inscrire dans une logique de collaboration, c'est-à-dire être prêt à échanger avec nous. Ce que je vais dire n'est pas vendeur du tout, mais pour bien travailler, il va falloir que vous aussi, vous soyez amenés à travailler. C'est l'objet, c'est la qualité de notre collaboration qui va nous permettre d'aboutir à un dispositif efficace. Sans vous, nous ne sommes rien, sans vous, nous ne pouvons rien faire. Voilà comment je pourrais résumer les choses sur ce premier point. Deuxième chose, il est important pour vous que vous soyez prêts à entendre et à prendre en considération les remarques que nous pourrons vous formuler à l'occasion des tables rondes. C'est toujours facile d'entendre des choses positives, c'est parfois un peu plus compliqué d'entendre des choses moins positives, parfois négatives, des collaborateurs ou de vos apprenants que vous côtoyez tous les jours. Troisième point, il faut être prêt à vous investir durablement, j'allais dire patiemment, pour pouvoir assembler les différentes briques qui constitueront demain et après-demain un dispositif de communication efficace. Comme je le disais dans la présentation, rares sont les cas de figure où nous pouvons mettre en place la totalité du dispositif sur une année scolaire ou une année académique seulement. Non, ce dispositif, il sera mis en place en étant un peu patient et c'est au bout de 2 ans, 3 ans, voilà, que l'ensemble du dispositif pourra être constitué et porter ses fruits. Voilà, donc cette fois-ci, nous sommes bien à la fin de cette conférence, de ce webinaire, et l'ultime question que je vous pose, c'est celle-ci. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à vous inscrire dans ce processus de transformation? Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître dans quelques instants sur la prochaine page qui va apparaître. Ce bouton s'intitule « Réserver maintenant ». Il vous permet de basculer sur une solution de prise de rendez-vous qui va vous permettre de définir la date et le créneau horaire exact durant lequel vous souhaitez que l'on mène cette heure de session stratégique. Si cela vous paraît un peu compliqué, vous pouvez également m'appeler directement sur mon portable au 06 15 30 43 44. Encore une fois, avant de vous quitter, merci de votre présence avec moi. J'espère sincèrement que cette session d'information, cette conférence vous a été utile, vous a été profitable et je vous dis vraiment, je l'espère profondément, à très bientôt au cours d'une prochaine session stratégique. À très bientôt. Merci à tous.